Imaginons une seconde. On a la mission, on a la stratégie, la discipline, on sait exactement ce qu'il faut faire pour passer au niveau supérieur. Oui. Mais au moment crucial, celui de déléguer cette tâche administrative ou d'acheter ce logiciel qui nous ferait gagner un temps fou, on se bloque. Ah oui. Une petite voix dans la tête qui murmure c'est trop cher, ou alors je le ferai moi-même, j'économiserai. Et là, sans même s'en rendre compte, on vient de saboter sa propre croissance pour les 6 prochains mois. C'est un grand classique, ça. C'est le mur invisible contre lequel beaucoup de projets ambitieux viennent s'écraser. Exactement, et c'est précisément le cœur du sujet qu'on va disséquer aujourd'hui. On plonge dans la 52e et dernière édition d'un cycle de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Et le thème, c'est un des plus grands tabous. Oui, peut-être le dernier véritable obstacle entre une idée et son explosion, notre relation à l'argent. Notre but aujourd'hui, c'est de vraiment mettre les mains dans le cambouis, de voir ce qui se cache derrière ce blocage. En effet, et la source est très claire là-dessus, le problème ce n'est que rarement le manque d'argent réel. C'est une peur profondément ancrée d'investir. On va explorer ensemble comment on peut consciemment faire basculer notre cerveau. Passer d'un état d'esprit à l'autre. Voilà, d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance. Et pour celles et ceux qui veulent continuer cette conversation après notre analyse, toutes ces idées sont débattues au sein du club Success Mindset Goals. C'est un espace d'échange gratuit, une excellente manière de ne pas rester seul ou seul avec ses réflexions. Tout à fait. Alors, commençons par le diagnostic. D'où vient ce blocage ? Le texte l'identifie très clairement comme une fausse économie. C'est un concept vraiment clé. Il y a une phrase dans la newsletter qui m'a vraiment marquée. Vous économisez 100 € en ne prenant pas un freelance, mais vous perdez 10 heures de deep work qui vous en auraient rapporté 1000. C'est d'une brutalité assez éclairante. Oui, c'est ça. C'est brutal parce que c'est mathématique en fait. C'est l'illustration parfaite de la différence entre voir l'argent comme un trésor à protéger, une fin en soi, et le voir comme un outil, un carburant pour sa mission. Et c'est là que la distinction entre pénurie et abondance devient fondamentale. Exactement. D'accord, alors définissons-les clairement, parce que ce sont des termes qu'on entend beaucoup, parfois un peu galvaudés. Concrètement, selon le texte, ça veut dire quoi ? Alors, le mindset de pénurie, c'est la vision du monde comme un gâteau de taille fixe. Chaque part que je donne ou que j'investis, c'est une part que je n'ai plus. C'est un jeu à somme nulle. C'est ça. Du coup, la question qui pilote toutes les décisions, c'est combien ça coûte ? Le focus est mis sur la douleur de la sortie d'argent. On se concentre sur la perte immédiate, sur la dépense. Cette douleur de voir le compte en banque diminuer, elle est plus forte que la promesse souvent incertaine d'un gain futur. Précisément. À l'inverse, le mindset d'abondance, lui, il ne voit pas un gâteau fixe, mais une cuisine. On peut toujours faire plus de gâteaux. Ah, j'aime bien l'image. La valeur n'est pas une ressource limitée, elle se crée. Et là, la question centrale change radicalement et devient combien ça rapporte ? On ne pense plus en coût, mais en retour sur investissement, le fameux ROI. La peur change de camp, en quelque sorte ? Oui, la peur, ce n'est plus de dépenser, mais c'est de passer à côté d'une opportunité d'investir. L'exemple du logiciel à 20 € par mois dans la newsletter est très parlant. Le réflexe de pénurie, c'est de calculer. 20 € par mois, ça fait 240 € par an. C'est une somme. Et le raisonnement s'arrête là. Alors que la mentalité d'abondance, elle, force à aller plus loin dans l'analyse. Ok, 20 € de coût, mais si ce logiciel me fait gagner 5 heures par mois, et que mon heure de travail stratégique, mon deep work, je la valorise à 100 €. Alors, ce n'est plus du tout une dépense de 20 €. Exactement. C'est un investissement qui me génère un gain net de 480 € chaque mois. Le calcul transforme une dépense en l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. C'est un changement de perspective totale. Mais en quoi est si transformateur ? Le texte parle de multiplicateur final. C'est un terme très puissant. Pourquoi final ? Parce que c'est le levier qui vient débloquer tous les autres leviers de croissance qu'on a pu mettre en place avant. D'accord. Prenez la délégation, le fameux « qui ». On peut avoir compris intellectuellement qu'il faut déléguer, mais si on est en mode pénurie, on va avoir peur de perdre son argent. Et le résultat est souvent catastrophique. Oui. Soit on prend le prestataire le moins cher qui fera du mauvais travail, soit on micromanage la personne compétente qu'on a payée, ce qui annule complètement le gain de temps. On se retrouve à payer quelqu'un pour finalement faire le travail à sa place ou tout corriger derrière. C'est le pire des deux mondes. C'est exactement ça. L'état d'esprit d'abondance, lui, il permet de faire confiance.
Il permet d'investir dans une compétence réelle en se disant « je paye pour un résultat, pour de la tranquillité d'esprit, pour libérer mon propre temps On se concentre sur la valeur apportée, pas juste sur le coût horaire. ». Voilà. Et ça nous ramène à cette idée que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas racheter. C'est le deuxième point crucial. L'abondance, c'est comprendre que le seul travail qui crée une valeur exponentielle, c'est le deep work, la stratégie, la création, la résolution de problèmes complexes. Tout le reste, ce sont des tâches de maintenance, au fond. C'est ça. Et l'argent devient alors un outil pour acheter du temps et protéger ses plages de concentration. L'exemple du comptable est parfait. On paye 80 € pour déléguer sa compta, on libère 3 heures de charge mentale et de travail fastidieux. Et on utilise ces 3 heures pour une session de travail qui peut générer 400 €. Le calcul est vite fait. On n'achète pas un service. Non, on achète de la concentration. Ça mène aussi à une autre idée forte du texte, la différence entre actif et passif. C'est le troisième bénéfice. L'abondance pousse à investir dans des actifs tout ce qui, à terme, rapporte de l'argent, du temps ou de l'énergie. Un outil, une formation, un collaborateur. La pénurie, elle, nous fait accumuler des passifs. Des choses qui nous coûtent sans rien rapporter. Exactement. Et ça change même la perception de l'échec. Alors là, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. Le texte dit qu'un investissement raté n'est pas une perte, mais une donnée, le coût de l'éducation. Oui. Sur le papier, c'est très séduisant. Mais n'est-ce pas un peu un luxe de penser comme ça ? Pour quelqu'un qui investit ses 500 dernières économies dans un projet, un échec, ce n'est pas une donnée, c'est une catastrophe personnelle. Comment le texte réconcilie cette philosophie avec la dure réalité financière de beaucoup de gens ? C'est une objection absolument essentielle. Et le texte, il n'élude pas ce point justement. L'idée n'est pas de nier la douleur ou le risque réel d'une perte. La nuance, elle est dans l'échelle et dans le processus. D'accord. Cette philosophie ne dit pas de parier toutes ses économies sur un coup de poker. Au contraire, elle encourage à faire de petits investissements calculés pour acheter de l'information. Ah oui, je vois. Si on a 500 €, on ne les met pas dans une campagne publicitaire massive. On met 50 € dans 5 petites publicités différentes. 4 vont probablement échouer. Ce ne sont pas 400 € de perte. Ce sont 400 € dépensés pour découvrir quelle est la publicité qui fonctionne. Et cette information, elle vaut de l'or. D'accord. Donc on passe d'un état d'esprit de tout ou rien à un état d'esprit de tester et apprendre. C'est ça. Ce n'est pas une négation du risque, c'est une stratégie pour le gérer intelligemment en le considérant comme un coup d'apprentissage et non comme un échec moral. C'est beaucoup plus subtil. Exactement. Mais même en comprenant la logique, nos émotions, cette peur de perdre, prennent souvent le dessus. Comment on fait pour reprogrammer ce réflexe ? Est-ce que le texte propose une sorte d'entraînement pratique ? Absolument. Mais avant de passer au plan d'action, la newsletter met en garde contre 3 pièges très courants. Ah, lesquels ? Le premier, c'est ce qu'il appelle la dépense idiote. L'abondance, ce n'est pas flamber son argent dans une montre de luxe pour le statut. Ça, c'est de la consommation, un passif. C'est pas de l'investissement. Non. L'investissement stratégique, lui, a toujours un ROI attendu, que ce soit en temps, en énergie ou en argent. Il y a une intentionnalité, une stratégie derrière la dépense. Ce n'est pas juste du plaisir impulsif. Toujours. Le deuxième piège est plus pernicieux, le manifesting passif. C'est cette idée un peu magique qu'il suffirait de penser abondance pour que l'argent se matérialise sur son compte en banque. La pensée magique. Voilà. Le texte est très direct. Non. L'abondance est un état d'esprit qui donne la permission d'agir et le courage d'investir. C'est un catalyseur psychologique pour l'action, pas une incantation. Et le troisième piège, qui est sans doute le plus commun ? La culpabilité. Ce sentiment tenace quand on dépense de l'argent pour soi ou pour son projet. Cette petite voix qui dit « Est-ce que je le mérite vraiment ? C'est peut-être irresponsable ?» Le fameux syndrome de l'imposteur appliqué à l'argent. C'est ça. La newsletter identifie ça comme le vieux logicien de pénurie qui se manifeste. C'est un réflexe conditionné. La première étape, c'est déjà de le reconnaître quand il apparaît. D'accord, les pièges sont clairs. Alors, quelle est la feuille de route concrète que propose le texte pour cultiver activement cet état d'esprit, pour financer sa machine, comme il dit ? C'est un plan en 4 étapes, très pragmatique. La première étape, c'est un audit. Auditer ces fausses économies. Il s'agit de prendre une feuille et de lister toutes les situations où l'on pense économiser de l'argent, mais où l'on perd en réalité un temps fou ou une énergie précieuse. C'est un exercice presque douloureux, j'imagine. On doit se confronter à toutes ces heures perdues pour des économies de bout de chandelle. C'est ça. Ça me rappelle une fois où j'ai passé un après-midi entier à essayer de monter une vidéo sur un logiciel gratuit pour économiser 30 €.
J'ai perdu 4 heures de travail facturable et le résultat était médiocre. Parfois, la plus grande dépense, c'est de ne pas vouloir dépenser. C'est exactement ça. Une fois cette liste douloureuse établie, on passe à la deuxième étape, qui est une action immédiate. Racheter 1 heure de temps. Une seule heure. Juste une. L'idée est de faire un micro-investissement dès cette semaine pour se libérer 1 heure. Ça peut être de se faire livrer un repas, prendre un VTC pour préparer une réunion au lieu de conduire. Ou déléguer une petite tâche administrative. Voilà, pour 15 ou 20 euros. Le point crucial, c'est d'utiliser cette heure récupérée pour du travail à haute valeur ajoutée, du deep work. C'est pour créer une boucle de rétroaction positive. Pour prouver à son propre cerveau que le concept fonctionne, même à toute petite échelle. J'ai dépensé X, mais j'ai gagné Y, qui vaut beaucoup plus. Précisément. C'est un entraînement. La troisième étape renforce cela. Investir 1 euro dans son pourquoi. 1 euro. C'est un acte physique, même symbolique. Acheter ce livre sur un sujet qui nous passionne qu'on repousse depuis des mois. S'inscrire à cette mini-formation à 10 euros. Le montant est sans importance. C'est l'acte d'investir en soi qui ancre un nouveau comportement et qui dit à son cerveau « Je suis digne d'investissement ». Attendez, cette 4e et dernière étape, l'idée de gratitude transactionnelle m'interpelle. Parce que l'acte de payer ses factures, son loyer, ses courses, c'est instinctivement associé au stress, à la perte. Proposer de le transformer en un moment de gratitude, c'est complètement contre-intuitif. Expliquez-nous comment ça pourrait fonctionner. C'est contre-intuitif, mais psychologiquement très puissant. Le principe est de recadrer consciemment l'expérience. Quand on paye son loyer, au lieu de se concentrer sur les 800 euros qui quittent le compte, on prend 30 secondes pour ressentir de la gratitude pour le toit sûr et confortable qu'on a au-dessus de la tête. D'accord. Quand on paie les courses, on ressent de la gratitude pour la nourriture abondante et de qualité qu'on va pouvoir manger. On entraîne activement son cerveau à voir l'argent non plus comme un stock qui se vide dangereusement. Ouais, mais comme un flux. Voilà, une énergie qui circule et qui nous apporte une valeur immense en retour. C'est un exercice de neuroplasticité en quelque sorte. C'est un recadrage mental radical. Pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser cette fondation philosophique, l'auteur recommande une lecture, un classique absolu. Il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Le texte le présente comme le manuel fondamental pour opérer cette bascule de la pénurie vers l'abondance. Qu'est-ce qui rend ce livre si essentiel, au-delà des anecdotes? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de son message qui résonne avec notre discussion? Ce qui est fascinant avec Kiyosaki, c'est que ses concepts sont d'une simplicité, presque enfantine, mais nos biais psychologiques nous y rendent aveugles. Il y a 2 idées centrales. La première, c'est la redéfinition d'un actif et d'un passif. Un actif met de l'argent dans notre poche. Et un passif en sort. C'est tout. La société nous vend des passifs, la nouvelle voiture, le dernier téléphone, comme des marqueurs de réussite, alors qu'en réalité, ils sapent notre capacité à construire de vrais actifs. Le vrai changement qu'il propose, c'est de redéfinir ce qui a de la valeur à nos propres yeux, et non aux yeux des autres. Et la deuxième grande idée? C'est que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. C'est l'essence même de l'investissement et de la délégation. On utilise son capital, le combien, pour activer des systèmes, des outils, des personnes, les qui génèrent de la valeur indépendamment de notre propre temps de travail. L'objectif ultime est de décorréler ses revenus de ses heures travaillées. C'est ça. On arrive à la fin de cette analyse, et c'est aussi la conclusion de ce cycle de 52 semaines de la newsletter. La boucle est bouclée, c'est assez clair maintenant. On a exploré le pourquoi, la mission, le comment, les stratégies de productivité, le qui, l'art de déléguer. Et maintenant, on a le combien. L'argent, non pas comme le but final, mais comme le carburant indispensable pour que toute la machine fonctionne. La conclusion du texte est sans appel. Le mindset de pénurie est le dernier goulot d'étranglement. Une fois qu'on a tout le reste en place, c'est lui qui empêche le moteur de tourner à plein régime. L'abondance, c'est le multiplicateur final qui libère tout le potentiel accumulé. C'est une perspective qui redonne énormément de pouvoir, je trouve. Les messages sous-jacents, c'est que notre situation financière est moins une fatalité qu'un ensemble de décisions guidées par un logiciel mental. Et ce logiciel, on peut décider de le mettre à jour. C'est exactement ça. C'est un choix conscient, renouvelé à chaque décision de dépense ou d'investissement. Au final, ce texte nous laisse avec une question qui change tout. La question à se poser n'est peut-être plus « ai-je les moyens de faire ça ?», mais plutôt
Quelle est la prochaine dépense que je vais consciemment transformer en investissement pour ma mission cette semaine? C'est ça. C'est une invitation à l'action immédiate, même pour 1 euro. Un premier pas qui peut enclencher une toute nouvelle dynamique. Merci d'avoir exploré ces idées en profondeur avec nous, c'était une discussion vraiment éclairante. Le plaisir était partagé. Et pour continuer la discussion, partager ses propres fausses économies ou ses premières victoires, n'hésitez pas à rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est un espace d'échange gratuit, bienveillant, et c'est parfait pour ancrer ces concepts dans la réalité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. D'ici là, portez-vous bien.